Salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Si vous ne connaissez pas l'héliographie, c'est le moment de découvrir cet art subtil et rare avec Héliog. Lisa Rose, elle aussi, est secrète. Elle se cache derrière ses objectifs. Portrait de la photographe discrète des célébrités. 17, 18 et 19, l'avant-dernier arrondissement de la capitale dissimule lui aussi bien son jeu, populaire, vert et arty. Entre jogging des années 80 et fashion 2.0, Nato Franco et l'avenir de la mode. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Le mélotron est un instrument de musique polyphonique. Voilà, comme ça vous savez d'où vient le nom de la web radio qui produit les meilleures playlists du moment. Sa musique en ligne se matérialise aussi. À Paris, dans un café éponyme et festif, elle se délocalise en province au gré des festivals et rassemblements musicaux divers et variés. Bref, Mélotron est partout et surtout dans vos oreilles. Alors qu'elles étaient impressionnantes, les anciennes carrières de Pierre Desbourgs de Provence sont devenues magiques. Grâce à des projections géantes sur les parois calcaires des salles grandioses taillées dans la roche, le spectateur est immergé dans une féerie visuelle et musicale. Désormais, on les appelle les carrières de lumière. Il faut de tout pour faire un monde, et tout particulièrement celui d'Esther. Après Les Beaux Gosses, La vie secrète des jeunes, l'Arabe du futur, l'auteur du BD et cinéaste adopte dans Les Cahiers d'Esther son dernier livre, le point de vue drôle, émouvant et parfois cruel d'une petite fille. Riyad Sattouf raconte à travers elle notre époque, les filles, les garçons, les attentats ou Kenji Girac. Le Fortune Cookie à la française s'appelle le Kiss and Fly. Le nom est anglais mais le biscuit est poétique et délicieux et ça c'est so Frenchy. Il est sorti de l'imagination joyeuse et gourmande de l'écrivain et auteur à succès Amanda Sters. Un grand chef pâtissier au fourneau, une auteure reconnue au stylo. Le biscuit bijou artisanal et 100% français ne manque pas de saveur. Héliog est le seul et unique atelier professionnel d'héliogravure en France. Une technique rare et méconnue dont les mots ont du mal à retranscrire la délicatesse. Pour la découvrir, mieux vous regarder. Partons à la découverte d'un art rare et méconnu, l'héliogravure au grain. Son but est d'imprimer des images à partir de plaques de cuivre gravées. Mais pour en arriver là, il faut beaucoup de travail. Dans le seul atelier professionnel d'héliogravure de France, Fanny nous explique comment ça fonctionne. L'héliogravure au grain est une technique qui date du 19e siècle et qui permet le report d'une image photographique sur du cuivre par l'intermédiaire de gélatine photosensible. Voilà, ça c'était la version simple. Comme on est sympa, on va entrer dans le détail progressivement. L'héliogravure au grain est étroitement liée à l'histoire de la photographie en général, sachant que la découverte de l'héliogravure dans les années 1880, c'est vraiment la finalisation de la technique que j'utilise ici. Ça a démarré dès 1826 avec Niepce, qui avait inventé l'héliographie, une technique sur des plaques d'acier. Et en parallèle, toutes les découvertes des procédés photomécaniques. Il y a moins de 20 héliograveurs dans le monde, donc pas de centre de formation. Fanny a reçu le titre de maître d'art qui lui incombe donc la tâche de transmettre son savoir-faire et son expérience. C'est un titre qui permet en fait la transmission d'un savoir-faire en voie de disparition. C'est absolument primordial de pouvoir transmettre le savoir-faire à des générations plus jeunes. C'est dans cette logique que Fanny forme un jeune héliograveur et une stagiaire. Cet enseignement lui permet à elle aussi d'enrichir son art, car qui dit techniques anciennes ne dit pas rester figé. Avec Antonin, ma mission avec lui, c'est de revoir complètement mon geste, en fait, de réinventer l'hélio pour l'appliquer au volume. C'est ce qu'on voit derrière moi, des créations d'héliogravure. L'héliogravure est à plat, c'est une technique qui permet de graver des matrices plates et nous sommes en train de travailler sur son application à des volumes de cuivre héliogravés qui peuvent rentrer dans le milieu du design, de la scénographie, du mobilier, etc. L'héliogravure débute par une rencontre avec un artiste, car le travail de Fanny, c'est retranscrire en gravure le message de celui qui fait appel à elle. Alors je travaille aujourd'hui pour une artiste, Aurore de la Morinerie. Elle a été artiste invitée à l'expédition Tara Océan et donc elle a entrepris un travail sur les planctons. Aurore a fait appel à Fanny pour réaliser une série d'héliogravures. L'héliograveur prête ses mains à l'artiste, la tête reste l'artiste. Donc c'est très important d'avoir ici à l'atelier beaucoup de temps de discussion avec les artistes pour comprendre leur message, pour comprendre leur œuvre. Une fois que tout ça est fait, on va travailler son image avec l'artiste, on va réaliser un film
qui va être ensuite insolé sur un papier gélatiné. C'est le papier charbon du 19e siècle. Je travaille sur le même support qu'avant. Et ensuite, ce papier charbon va être reporté sur une plaque de cuivre. Nous y sommes, les explications techniques. On n'est plus dans le vocabulaire de la photographie où on parle de niveau de gris. Là, on est dans un vocabulaire de graveur où on parle de profondeur et d'épaisseur. Le dessin est reporté sur le papier charbon par insolation, c'est-à-dire par de la lumière, ce qui fait durcir la gélatine qu'il contient. Puis des acides vont ronger la gélatine suivant son épaisseur en fonction du dessin qui est reproduit. La gravure de l'acide sera donc plus ou moins profonde sur la plaque en cuivre. Vous suivez ? Les endroits noirs de l'image, la lumière ne va pas passer, la gélatine ne va pas être durcie. Au contraire, plus on va vers les hautes lumières, plus la gélatine est durcie, de l'épaisseur en profondeur. Grâce à un bain d'eau et d'alcool, on reporte le papier charbon sur la plaque de cuivre. On va ensuite faire la phase de ce qu'on appelle dépouillement, qui peut être proche du bain révélateur en argentique. C'est là que l'image apparaît. Notre image est prête. Contrairement à un tampon qui imprime en relief, la plaque permet une impression en creux. Pour ce faire, on enduit d'encre, puis on essuie le surplus pour qu'il n'y en ait bien que dans les creux. Et c'est ensuite passé sur des presses taille douce traditionnelles, manuelles, avec une pression de plusieurs tonnes. Le papier est humidifié, il est posé sur notre plaque de cuivre, et avec la pression, le papier, qui sont des papiers chiffons, extrêmement souples, vont aller chercher l'encre au fond des tailles. Ainsi donc, plus les creux sont profonds, plus il y a d'encre sur le papier. Logique, non ? Une héliogravure, ça se touche, une héliogravure, ça s'effleure. Quand vous touchez une héliogravure, vous sentez votre image, vous sentez les épaisseurs d'encre. C'est ce qui fait la force de l'hélio avec des noirs extrêmement intenses. Voilà, désormais l'héliogravure est moins mystérieuse à vos yeux. Mais telle une gélatine épaisse, nous ne vous avons révélé que la surface de ce métier tout en nuances. Portrait de célébrité pour de grands magazines, pochette d'albums de stars de la musique. Si vous ne connaissez pas son nom, vous vous êtes forcément arrêté sur le travail de Lisa Rose. Aujourd'hui, on entre dans le cadre de cette photographe à l'univers subtil. Lisa Rose est photographe et comme beaucoup d'entre eux, c'est à l'abri des regards derrière ses appareils qu'elle s'est fait un nom. Si le grand public ne la connaît pas, son travail, lui, il le voit. Elle est l'auteure de nombreux portraits et pochettes d'albums d'artistes célèbres et ses clichés sont publiés dans les plus grands magazines. Nous avons eu la chance de faire sa connaissance. Et c'est en région parisienne, dans un jardin, que nous l'avons retrouvée en pleine installation pour un shooting un peu particulier. C'est un autoportrait avec Cédric Villani pour le livre que je vais réaliser sur les photos d'exposition qui s'appelle Pink. Et donc nous devons faire une photo ensemble. Et ça vous arrive souvent ? Jamais. C'est un peu une première. Du selfie. Du selfie moderne. Qui se fait avec le sourire. Car Lisa aime ce qu'elle fait. La photo pour elle, c'est presque une évidence. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, où je me promenais dans la rue, je faisais mes photos. Ensuite, transformer ma salle de bain en laboratoire photo, avec ce moment magique où l'image apparaît. C'est pareil avec cette manière de travailler en argentique. Justement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, des moments de hasard. Et c'est ça qui me plaît dans la photo. C'est l'aspect ludique et pas contrôlé. Et effectivement, à la voir travailler avec son modèle du jour, Cédric Villani, on a l'impression que les clichés s'enchaînent. Et peut-être les yeux vers l'appareil. Ouais. Et que la magie opère, tout simplement. C'est pas mal. Jusqu'à l'accord parfait. Très bien. Grâce à ses appareils et ses films, Lisa obtient de véritables instantanés qui sont parfois retravaillés. Je me sers de ce 4x5 ou de ce vieux Polaroid où justement j'ai mon image que je vais utiliser comme un original. Après, il y a d'autres pellicules ou d'autres choses où, justement qui vont nécessiter une interprétation d'un autre magicien. Cet autre magicien, c'est Roland Dufaux. Depuis des années, c'est lui qui s'occupe des tirages Cibachrome de Lisa. Un papier bien particulier qui nécessite un savoir-faire dont Roland connaît toutes les subtilités. C'est un travail de surimpression manuelle, qui est un travail que je fais depuis très très longtemps. Et seul un Cibachrome, seul ce travail de Roland permet d'avoir une telle finesse, parce que c'est des images qui sont très compliquées. Et d'ailleurs, je crois que celui-là, vous êtes repris à plusieurs fois. Oui.
Et c'est à la main que Roland fait tous ses tirages sur mesure. Là, il y a quand même le côté manuel, organique. Lorsqu'on voit à l'intérieur du labo de Roland, il y a juste l'essentiel. Il y a un agrandisseur, la machine et un savoir-faire. C'est son interprétation et à la fois, c'est l'image comme je la vois, comme je la crée. Et c'est vrai que c'est très important. Une chose est sûre, ces deux passionnés se sont bien trouvés. Puis-je montrer cet outil de Photoshop? Oui. Ça, c'est le Photoshop de Roland. À la main. À la main. C'est qualitatif et ça va durer 300 ou 500 ans. Voilà. On sait pas. Il y a des choses que moi je vois, que je pourrais travailler et faire, et qu'elle ne soupçonne pas. Mais elle ne soupçonne pas, elle le sait, elle vient pour ça quand même. Mais elle ne soupçonne pas la possibilité d'aller jusqu'à ce niveau-là. Moi, j'adore lui montrer des surprises, parce qu'elle me dit « Oh là là, Roland, vous êtes arrivé jusque-là. Oh là là, je ne savais pas que dans ces parties sombres, il y avait ça. Voilà, et c'est ça qui me plaît. Et c'est cette technologie-là qui permet de rendre la magie des images de Lisa. L'univers de Lisa, c'est beaucoup de poésie avec cette simplicité qui révèle l'essentiel. Et si elle aime photographier de manière spontanée, rien du reste n'est laissé au hasard. C'est le cas avec sa dernière exposition, Pink. Le thème de cette exposition, c'est une inspiration très liée au 19e siècle. Ce côté un peu boudoir, peinture. Et l'idée, ce sont des artistes, mais à la fois, ils redeviennent anonymes. C'est-à-dire que ça pourrait être presque des photos de leurs ancêtres qu'on aurait pu retrouver dans une boîte. Des photos où le temps semble suspendu. Des clichés que Lisa transforme en véritable peinture. Je retravaille les images à la peinture en ajoutant aussi de la feuille d'or. Donc ça devient un peu des petits tableaux quelque part, puisque ce sont des pièces uniques, il n'y en aura pas d'autres. Artisan de la photo, Lisa voit aujourd'hui certaines de ses techniques disparaître avec l'arrêt de certains films, comme le cibachrome. L'artiste va donc devoir se renouveler. Avec un tel talent, on ne se fait aucun souci pour elle. Bonjour Lisa Rose. Bonjour Catherine. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que d'habitude vous êtes plutôt derrière la caméra et pas du tout devant. Pourquoi? Vous êtes timide? Parce que c'est vrai que le fait d'être photographe, on se sert un peu de son appareil pour se cacher derrière. Donc effectivement, on préfère être derrière, oui. On est où ici, Lisa? Alors là, nous sommes chez une très grande amie à moi, graphiste, avec qui j'ai travaillé beaucoup, dans son jardin, où nous avons créé un décor de petits palais des glaces pour faire une séance photo avec Cédric Villani, avec qui j'ai la grande chance de travailler pour le livre que je vais réaliser pour Pink, donc, qui est le livre extrait de l'exposition que je fais en ce moment. Ça correspond très bien à votre univers, plutôt poétique, féerique, en tout cas loin des photos réalistes. C'est ce que vous voulez raconter à travers vos photos? Oui, c'est vraiment l'idée de sortir de la réalité au maximum, car la réalité n'est pas plutôt plus dure, et donc effectivement d'avoir des images poétiques où aussi il y a une notion de temps qui est un peu suspendue, c'est-à-dire qu'on peut très bien être plongé dans le 19e, comme en 2016, voilà, de perdre ses repères, c'est ça qui me plaît énormément aussi. L'argentique, c'est important pour vous? Oui, l'argentique, c'est très important, surtout avec l'argentique, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas forcément, puisqu'il y a des moments de hasard, il y a des moments de petits accidents, de lumière, d'imprévus. Et c'est ça qui est, je trouve, extraordinaire. Donc, par exemple, le numérique, le jour que vous n'avez plus de papier photo, plus de papier argentique, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais trouver autre chose. Je vais retrouver une méthode ancienne, peut-être, de travailler. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même façon d'appréhender l'image. Lisa, il y a votre travail dans l'exposition Pink qu'on a vue, mais il y a aussi beaucoup de choses que vous faites pour la musique. Vous travaillez beaucoup avec les musiciens, avec M, c'est une longue histoire d'amitié. Tout à fait. Vous avez besoin de ça pour votre créativité? La musique, c'est important? La musique, ça a été, et c'est effectivement très important. Après, c'est vrai que lorsque j'ai commencé, le fait que je retravaillais mes images déjà manuellement à l'époque, c'est vrai que de devoir illustrer une chanson, ça permettait aussi de faire des images un petit peu sur mesure, en fait, par rapport à l'album, se mettre au service de l'artiste pour essayer d'interpréter au mieux sa musique. Et la musique me laissait cette liberté. Donc c'est vrai que ça me plaisait énormément, ça me plaît toujours. Et le travail de portraitiste aussi est très important.
Et Pink, voilà, effectivement, c'est vraiment un travail d'exposition, d'artiste. À chaque fois, j'ai toujours eu des expositions en parallèle de mes images de commande pour la presse ou pour... Parce que vous avez besoin, pour vous exprimer, d'avoir ce travail personnel. Oui, ça vient très naturellement, en fait. Mais oui, effectivement, j'ai besoin. Alors, tous ceux qui travaillent avec vous disent qu'ils se retrouvent réellement en vos photos. Donc, vous avez un regard sur les gens qui doit les percer un peu. Vous les connaissez bien, vos modèles? Alors ça dépend, c'est très varié. À chaque fois, c'est vraiment une nouvelle aventure. C'est ça qui est extraordinaire aussi avec la photo, c'est qu'à chaque photo, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle rencontre. C'est pour ça que j'aime travailler aussi avec les artistes, parce que aussi, eux m'amènent leur poésie, leur aura. Enfin voilà, il y a un vrai échange. Est-ce qu'il y a une photo de laquelle vous vous séparez jamais? Une particulièrement touchante pour vous? Parce qu'il n'y a même pas réussi ou pas réussi, elles sont toutes différentes. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est très lié à des moments. C'est-à-dire que c'est pareil comme une sélection de photos. Selon l'humeur, selon le moment, on peut faire des choix très différents. Donc je pense que chaque image est très liée à ça, donc pas forcément. Et vous arrêtez de temps en temps quand vous êtes en vacances, quand Oui, vous posez votre appareil photo ou c'est pas possible? Oui, alors c'est assez amusant parce que parfois je n'ai pas du tout d'appareil photo avec moi. Mais oui, Vous regrettez ensuite de ne pas l'avoir pris, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Parisien, populaire, palpitant et de plus en plus arty, c'est Paris 19. Entre le parc des Buttes-Chaumont et celui de la Villette, le quartier invite à la promenade. Mais vous pouvez compter sur nous pour faire un pas de côté et quitter les sentiers battus. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bonnes adresses parisiennes. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 19e. Avec ses Buttes-Chaumont perchés, son grand parc de la Villette, ses canaux et son bassin, cet arrondissement est parfait pour se balader. Mais il faut savoir sortir des sentiers battus. C'est sur le quai de Loire que l'on s'attarde en premier, et plus particulièrement devant cette maison colorée. Vous êtes au pavillon des canaux. Ce bar, café, restaurant, lieu de travail, ou dire simplement qu'office, est en fait l'ancienne maison du directeur de l'inspection des canaux, à l'époque où toutes les écluses étaient gérées à la main. On a vraiment gardé cet esprit maison. On avait envie d'en faire un lieu de vie ouvert tout le temps pour que les gens s'y sentent bien, passent la porte et se disent « Tiens, un lieu coloré, un peu différent à Paris, j'aurais pas forcément osé mettre un mur d'une couleur différente dans chaque pièce, mais en fait ça marche, ça fonctionne et c'est frais, ça fait du bien. » L'été, l'ambiance, c'est grande terrasse ouverte au bord du canal, apéro, pétanque comme en vacances. L'hiver, c'est cocooning, chocolat chaud au coin du feu. C'est comme une véritable maison de quartier intergénérationnelle où l'on peut venir flâner 1 heure comme toute la journée. On reçoit plein de monde différent, toute la journée, la semaine, le week-end, des gens qui viennent boire un café, manger une pâtisserie, déjeuner comme à la maison le midi et boire l'apéro le soir. Des gens qui viennent bouquiner, voir une conférence, une projection, venir travailler ici parce qu'ils en ont marre de travailler chez eux ou qu'ils ont besoin d'un endroit pour faire un rendez-vous professionnel. Voilà. On trouve ici une restauration simple, gourmande et fraîche, cuisinée sur place, et aussi du bon café qui vient d'un torréfacteur parisien et de vrais baristas derrière le bar. En plus ici, tous les meubles sont chinés puis customisés par une décoratrice. Alors libre à vous de venir travailler dans la cuisine, discuter sur le lit ou boire un thé dans la baignoire. À 2 pas des Buttes-Chaumont, allons maintenant nous perdre dans les petites ruelles pavées du quartier de la Mouzaïa. Ici, but oblige, ça monte et ça descend. Des maisons colorées se cachent dans des dizaines de petites voies étroites appelées villas. L'endroit est un petit coin de paradis marqué par la verdure, les fleurs et le calme qui y règne. Rose, lilas et jasmin vous feront voyager loin du brouhaha parisien, un véritable labyrinthe bucolique. Comme la butte aux Cailles, la Mouzaïa est à l'origine une cité ouvrière créée au XIXe siècle. Bâti sur d'anciennes carrières de gypse, le quartier est construit sur un sous-sol plein de galeries. Impossible donc d'y construire des maisons plus hautes qu'un étage. Son avenir est préservé. Une
Petite soif de culture, direction le plateau rue des Alouettes. C'est en fait un FRAC, Fonds régional d'art contemporain. Né dans les années 80 sur une initiative de Jack Lang, on en trouve un dans chaque région de France. Le FRAC d'Île-de-France a trouvé sa place dans ce quartier. C'est un lieu donc, qui a ouvert comme suite à une initiative populaire. Il y a eu un certain nombre de riverains qui ont voulu défendre l'idée d'un lieu culturel et donc tourné vers la création contemporaine et l'art contemporain. De la peinture en passant par la vidéo, 3 expositions y sont présentées par an avec la volonté de dénicher des artistes. On fait un gros travail de prospection, donc l'idée en tout cas c'est de montrer des artistes qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Les jeunes générations c'est sûr, les artistes qui sont des artistes français évidemment, mais pas seulement. Tel un caméléon, le lieu de 500 mètres carrés se transforme en fonction de l'artiste invité. On crée des murs, etc. Donc il y a un travail de scénographie et il y a effectivement un gros travail de lumière qui est vraiment à chaque fois spécifique et en fonction du projet. Avec l'idée forte que la collection aille vers le public, des personnes sont invitées pour parler des expositions. Des rencontres avec les artistes sont organisées, des moments de performance, des interventions musicales. Alors, entre lieux inhabituels, culturels ou branchés, il y en a vraiment pour tous les goûts dans le 19e. Nato Franco, trait d'union entre Marseille, le 78 et la rive nord du Japon, c'est notre relève avec un style streetwear unisexe, furieusement et drôlement moderne. Noémie Sebayashi est une jeune créatrice fan de streetwear et nourrie de culture franco-japonaise. Ce mélange, ça donne Nato Franco, une marque qui joue avec les codes de ce style pour un ensemble ludique, graphique et très coloré. Après des études de stylisme, Noémie se lance en 2013. Aujourd'hui, elle présente sa dernière collection pour la première fois. Aujourd'hui, nous sommes dans le Marais, à mon showroom commercial, et c'est donc là que je vais présenter pour la première fois la nouvelle collection, printemps-été 2017. Et c'est là qu'on a des rendez-vous avec les acheteurs du monde entier et sur 5 jours. Conformément à l'esprit de sa marque, cette collection est, comme les précédentes, confortable, unisexe et pleine de couleurs. C'est un parti pris, c'est vraiment pas juste pour moi, c'est pas un risque, c'est une façon de faire assumer à tous les genres et à tous les sexes que n'importe quelle couleur passe dans n'importe quelle situation. Un style qui lui plaît aussi précisément parce qu'il peut être porté indifféremment par les hommes et les femmes. Le streetwear, c'est unisexe, il n'y a pas de no gender ou quoi, c'est un style qui se porte sur les deux genres, quoi. Petit aperçu de ses inspirations à la fois japonaises, rétro et familiales. Là, par exemple, c'est une tranche de livre, et donc j'ai imaginé un livre, mais c'est juste la tranche qui est apparente sous forme de ruban. Avec les ensembles velours, on repart vraiment dans les années 90. Après, il y a des t-shirts avec des imprimés. C'est des collages de ma grande sœur. Et toutes ces réalisations prennent forme dans son atelier appartement, un vrai appart de jeune artiste où le bazar se devine et où l'on travaille par terre. Partout des images récupérées du Japon, livres, photos, prospectus, publicités, emballages, tout est une source d'inspiration pour Noémie. C'est trop cool! Car l'ADN de la marque, c'est aussi ce métissage incarné par un drôle de nom qui met bout à bout le natto, plat japonais, et franco. Un travail identitaire aussi pour Noémie. C'est un peu complexe de définir le côté français, mais je sais que ce que je fais, c'est pas 100% japonais non plus. Je dirais que Nato Franco, pour moi, c'est un moyen c'est une recherche dans le vêtement pour retrouver et pour comprendre surtout mon côté japonais. Parce que mon père est japonais, mais j'ai pas vécu au Japon. Archives récoltées auprès de son père publicitaire, souvenirs de voyage en terre nippone, Noémie stocke un peu tout dans des albums fictifs, en se disant qu'elle pourra en faire quelque chose. Et tout ça lui permet d'apporter sa propre patte au streetwear, un style qui lui correspond et qui la rend nostalgique des années 90. Ils n'avaient pas peur du ridicule parce que c'était vraiment tendance d'être too much, d'abuser sur les couleurs, sur les accessoires, les lunettes, les chaînes. J'aime bien quand ça pète, quand c'est pop. Du coup, elle n'hésite pas à jouer avec ses codes, grâce à des imprimés notamment. Visage, points à relier, emballage détourné, Noémie s'amuse. Dans les aliments industriels, n'importe quoi, il y a un packaging autour, il y a un placement. C'est du graphisme pur et dur, et puis c'est intéressant de voir ça reporté sur un vêtement, détourné
son but initial, quoi. Nato Franco est une vraie marque 2.0 qui réfléchit beaucoup sur l'image, à la fois branchée non-stop sur Instagram et fan de détournement. Un intérêt que l'on retrouve jusque dans les shootings de la marque, fait à l'argentique et mûrement réfléchi. Je me suis dit, vu que c'est une collection donc unisexe, il faut absolument que je le fasse porter sur un homme et une femme. J'aime bien que ça fasse comme un reportage photo, plus qu'un catalogue commercial. J'aime toujours que mes lookbooks soient éditoriales, entre guillemets, qu'il n'y ait jamais le même plan sur chaque photo. Et surtout en argentique. J'aime beaucoup l'argentique parce qu'il y a un côté rétro. Et pour moi, c'est plus réel, en fait. Quand la France rencontre le Japon, quand Noémie rencontre le streetwear, ça donne Nato Franco. Et ça marche. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye.